Alors, on va reprendre. Alors maintenant, on va reprendre la deuxième partie du cancer bronchopulmonaire, qui est le bilan d'extension. Après avoir suspecté cette pathologie, demandé des examens paracliniques et confirmé par preuve histologique qu'il s'agit bien d'un cancer bronchopulmonaire, et ben, la deuxième étape, c'est d'évaluer l'extension de cette tumeur-là. Son extension, on va l'évaluer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau loco-régional et à distance aussi. Alors, le but de la réalisation de notre bilan d'extension, il est multiple. En premier lieu, l'intérêt réel de cette évaluation, c'est que vous allez choisir la meilleure option thérapeutique pour votre patient. Comme vous le savez, les moyens thérapeutiques, ils sont multiples. Vous avez le traitement chirurgical, vous avez le traitement par chimiothérapie, bien sûr, avec la thérapie ciblée, ce que vous voulez, vous avez la radiothérapie. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs moyens thérapeutiques qui s'offrent à nous. Et qu'est-ce qu'il faut choisir pour le patient? Est-ce qu'il faut lui donner uniquement un traitement chirurgical? Est-ce qu'il faut indiquer, associer à ce traitement une radio et une chimiothérapie? Ou au contraire, est-ce qu'il faut réunir tous ces éléments ou opter uniquement pour l'un de ces trois moyens? Eh ben, c'est grâce à mon bilan d'extension. Quand je réalise le bilan d'extension, je vais essayer, après une discussion bien sûr, ce qu'on appelle pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y aura une réunion qui va englober plusieurs personnes, le pneumophysiologue, l'oncologue, le radiothérapeute, l'anatomopathologiste, le chirurgien. Donc tous ces personnes-là, tout ce personnel va se réunir autour d'une table et ils vont essayer de dégager un plan qui est personnalisé pour les patients, bien sûr, qui vous posent problème au niveau de la RCP. Et à l'issue de cette réunion, vous allez opter pour un bilan thérapeutique personnalisé pour votre patient que vous allez lui communiquer. Mais avant ça, avant d'aller discuter ce que vous pouvez proposer à votre patient, c'est que vous devez faire un bilan. On reprend là? Vous arrivez à m'entendre? D'accord. Alors, Oui. je vous ai dit que quand vous allez, c'est à l'issue de cette, pour aller pouvoir discuter les options thérapeutiques à votre patient, ben, vous devez faire un bilan d'extension et apprécier l'étendue de la. Madame, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Non. Non, d'accord. Ben, on va essayer de reprendre. Attendez. D'accord. Maintenant, si, oui. C'est apparu. Là, vous arrivez à voir? L'écran, il est partagé maintenant? Oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Alors, Oui. je vous ai dit que vous devez avoir réalisé un bilan d'extension pour apprécier l'étendue de la dissémination de votre pathologie. Très bien. Donc, il doit être réalisé le plus tôt possible. Une fois que vous avez réalisé le diagnostic, ben, vous êtes tenu normalement de réaliser ce bilan d'extension dans les 6 semaines qui suivent. Parce que ça ne sert à rien de me ramener une évaluation qui date de 6 mois. Dans 6 mois, la tumeur a eu le temps de progresser et de toucher d'autres organes. Donc là, le but, c'est de réaliser un bilan d'extension dans les plus brefs délais. Vous allez voir qu'il y a une certaine, on va dire, exhaustivité maintenant quand je vais vous parler des examens paracliniques qu'on peut réaliser pour le bilan d'extension. Mais ce qu'il faut savoir que l'exhaustivité du bilan, elle dépend d'une part de votre atteinte, des moyens que vous avez. Et il y a une notion à inclure chez vous, c'est que chaque pays, il émet, quand il a un problème de santé particulier, il essaie de réaliser un programme. Et ce programme, il va le faire en fonction, bien sûr, le but, c'est toujours pour offrir les meilleurs soins pour votre patient,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme, il va être construit en fonction des ressources humaines et matérielles que vous avez. Donc maintenant, si je vais vous parler en Algérie, on va parler de la prise en charge du cancer. En Algérie, vous allez trouver que ce qu'on applique chez nous, il est toujours conforme aux recommandations internationales, mais peut-être c'est pas le même bilan qui est appliqué dans d'autres pays. Ben parce que tout simplement, si on prend un seul examen, qui est le PET scan par exemple, c'est un examen qui est plus ou moins répandu en France. En Algérie, vous allez rencontrer, il n'y a que 2 centres jusqu'à maintenant dont ils disposent de cet examen et dont l'accès n'est pas uniquement au public. Donc là, vous voyez que ça dépend réellement des moyens que vous avez au niveau de votre pays. Donc là, lorsqu'on va parler, nous, on va parler selon les directives du programme national qui est appliqué en Algérie dans la lutte dans la lutte, pardon, dans le plan cancer. Donc là, l'exhaustivité de ce bilan dépend de l'accessibilité de la tumeur et du traitement loco-régional. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un traitement, vous envisagez un traitement chirurgical et le patient est candidat à cette chirurgie, donc là, il a plusieurs chances. Donc il faudrait euh, donner, il faut que les examens complémentaires soient les plus précis et ils décrivent fidèlement l'étendue de l'atteinte, ou bien est-ce que c'est une tumeur qui s'offre pas un traitement loco-régional, c'est-à-dire qui est déjà disséminée. Donc le but, c'est beaucoup plus, ça s'inscrit beaucoup plus dans une optique palliative que dans une optique curative réellement. Donc, le TEP scan, l'examen dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est recommandé, mais son absence, en aucun cas, ne doit retarder la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire, si votre patient il peut faire le TEP scan, tant mieux. S'il ne peut pas le faire, eh ben, vous essayez de contourner ce problème et d'utiliser une TDM thoracique pour essayer d'évaluer l'atteinte ganglionnaire, couplée à une échographie abdominopelvienne et avancer pour votre patient. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir le faire et vous allez retarder davantage l'échéance de sa prise en charge thérapeutique. Alors, les examens réalisés pour le bilan d'extension ne doivent pas, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc ils doivent être réalisés le plus tôt possible, donc ils ne doivent pas dépasser un délai de 6 mois, de 6 semaines, pardon, au moment de la présentation de votre dossier. Donc là, quand vous allez venir défendre ce qu'il y a à défendre au niveau chez votre patient, au niveau de la réunion pluridisciplinaire, la décision thérapeutique, elle doit être la plus fiable et la plus proche de la réalité. Donc, ça ne sert à rien de venir maintenant me ramener un scanner d'un patient qui était opérable il y a 6 mois et maintenant, je suis sûre, si je réalise une TDM, je vais trouver qu'il y a une extension très importante avec une atteinte médiastinale ou autre qui va contre-indiquer une offre chirurgicale. Alors, maintenant, quel est cet examen, quels sont les examens, quel est mon bilan d'extension? Alors, le bilan d'extension a pour objectif d'évaluer 3 points. Alors, d'évaluer l'atteinte de la tumeur, l'étendue de la tumeur et de son invasion locorégionale, d'évaluer son extension ganglionnaire et d'évaluer aussi l'existence ou non de métastases éventuelles. Donc, il y a 2 optiques qu'on peut adopter. Il y a les premiers qui sont les gens qui sont porteurs d'une tumeur accessible à un traitement chirurgical. Ça veut dire que une résection chirurgicale s'offre à eux. Donc là, il faut pousser les examens au maximum pour que le chirurgien, avant qu'il opère le patient, qu'il ait toutes les données et qu'il n'y ait pas de surprise en opératoire. Donc là, on va pousser les examens paracliniques au maximum. Par contre, les tumeurs non accessibles à un traitement loco-régional, donc là, vous voyez que c'est pas qu'on n'indique pas une évaluation, on va faire une évaluation, mais notre évaluation, c'est pour essayer de voir est-ce qu'il y a une atteinte, on va marcher par rapport aux signes d'appel qui sont présents chez le patient, être attentif aux signes d'appel beaucoup plus. Donc, concernant l'évaluation des tumeurs accessibles à un traitement loco-régional, l'évaluation de votre tumeur elle va débuter par ce qu'on appelle votre examen clinique. Il faut réaliser un examen clinique le plus fidèle à la réalité. Donc là, essayez d'être attentif aux différents signes d'appel de votre patient pour essayer de mettre en évidence une éventuelle atteinte loco-régionale ou bien à distance.
Et ce qui est sûr, c'est que vous allez réaliser cet examen clinique. Vous allez demander, réaliser une fibroscopie bronchique, bien sûr, avec les biopsies des éparons adjacents. Donc là, c'était beaucoup plus pour un but de diagnostic. Mais là, votre bilan, il doit comporter une fibroscopie bronchique. Parce que la distance, il y a une tumeur qui est endobronchique, il faudrait, en fonction de sa distance par rapport à la carène, elle peut changer carrément le staging de votre patient. Donc, vous avez aussi la TDM thoracique qui est requise. Donc là, avec injection du produit de contraste. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La question qui se répète à chaque fois, est-ce qu'il faut demander la fibroscopie en premier? Est-ce qu'il faut demander la TDM thoracique? Ça dépend des cas. Je vous ai déjà répondu. Ça dépend du cas qui s'offre à vous et des symptômes que vous avez. Vous pouvez être amené à demander une TDM avant de réaliser une fibroscopie bronchique. Comme vous pouvez être amené à demander la fibroscopie bronchique avant. Mais ce qui est sûr dans votre bilan d'extension de votre patient, il est impératif d'avoir une fibroscopie bronchique et une TDM thoracique. Après, vous pouvez avoir on va privilégier une IRM thoracique à une TDM thoracique. Alors pourquoi on demande la TDM thoracique plus que l'IRM? Parce que le poumon, comme vous savez, c'est une structure qui est aérienne. Donc là, c'est la TDM thoracique qui me permet une meilleure exploration du thorax. Par contre, l'IRM, maintenant, comme c'est richement, c'est aérien, là, composante hydrogène, donc là, vous voyez que c'est pas réellement le meilleur moyen pour explorer le thorax. Mais je peux être amené à demander l'IRM thoracique si j'ai une tumeur de l'apex. Pourquoi? Ou bien une atteinte vertébrale ou médulaire. Donc là, vous voyez qu'il y a une invasion neurologique. Donc là, je vais avoir une meilleure appréciation de l'atteinte de ces organes-là, ou bien de l'artère sous-clavière. Donc c'est pour ça que l'IRM thoracique, elle peut trouver son indication dans les bilans d'extension. Après, vous pouvez être amené à demander une échographie cardiaque endo-œsophagienne si vous avez par exemple un doute sur une éventuelle atteinte atriale. Donc, ce qui est requis pour votre tumeur, c'est que vous allez réaliser votre examen clinique. Cet examen clinique, il va vous permettre de déceler d'éventuels signes extra-respiratoires ou d'autres signes d'appel. C'est ce qui va vous inciter à aller explorer ces sites-là. Mais sinon, s'il n'y a pas d'autres symptomatologies, vous ne trouvez rien au niveau de votre examen clinique, eh ben, votre évaluation, elle va être focalisée sur votre thorax, où vous devez réaliser une fibroscopie bronchique, une TDM thoracique, et au besoin, vous pouvez être amené à demander une IRM thoracique ou bien une échographie cardiaque endo-œsophagienne. Après, pour ce qui est de l'évaluation de l'extension N, l'atteinte, c'est-à-dire ganglionnaire, c'est que j'ai des ganglions qui sont... Alors, c'est que vous allez avoir des ganglions qui sont déjà les chaînes ganglionnaires médiastinales, mais aussi, vous savez très bien que la lymphe circule à travers le corps, tout le corps. Donc, vous pouvez avoir des ganglions à distance. Mais là, ce qui m'intéresse, moi, c'est que est-ce que les ganglions qui sont touchés, est-ce que c'est uniquement au niveau péribronchique ou hilaire homolatéral, ou bien ça commence à s'étendre toujours dans le côté homolatéral vers les structures ganglionnaires, les autres ganglions, les chaînes ganglionnaires homolatéraux, ou bien il y a carrément une invasion qui est contralatérale. Alors, le meilleur examen qui est indiqué dans cette catégorie-là, c'est qu'ils indiquent ce qu'on appelle le PET scan. Donc là, il vous permet d'évaluer de façon systématique. Mais si cet examen n'est pas disponible, vous pouvez vous réduire à la demande d'une TDM thoracique, d'accord? S'il n'est pas disponible. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que, surtout si vous avez quelqu'un qui est accessible à un traitement qui est locorégional, c'est qu'ils exigent normalement une preuve anatomopathologique de l'extension ganglionnaire, soit par médiastinoscopie cervicale, qui est l'examen de référence, ou bien d'envisager d'autres alternatives, que ce soit une ponction biopsie transbronchique ou bien éco-guidée ou transœsophagienne. Donc là, vous avez plusieurs moyens thérapeutiques, mais ça, c'est dans les cas où cette atteinte médiastinale, elle conditionne réellement votre décision thérapeutique. C'est pour ça que je vous dis que après avoir réalisé cette évaluation, vous allez discuter ça avec un groupe de personnes. Ce groupe-là, il contient un chirurgien qui va vous exprimer son malaise, par exemple, s'il doit opérer quelqu'un, et il vous dit non, moi j'ai une atteinte qui est homolatérale, je ne suis pas pour. Donc là, vous pouvez
pour trancher entre vous les deux, que ce soit vous clinicien ou bien lui chirurgien, d'aller pour voir une preuve histologique pour essayer d'appuyer votre décision thérapeutique et vous voulez qu'il soit réellement opéré. Après, vous avez l'évaluation de l'extension à distance, c'est l'évaluation de l'extension, ce qu'on appelle le M pour métastase. Donc là, il comprend un examen clinique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un examen clinique qui est très pointilleux. Et après, une imagerie cérébrale, une TDM cérébrale ou une IRM, ce serait encore mieux. Un TEP scan s'il est disponible, sinon vous pouvez vous réduire à une TDM abdominale ou bien une échographie abdominale et bien sûr associer une scintigraphie osseuse. Donc là, il y a une certaine exhaustivité qui a été requise au niveau de cette évaluation du M. C'est parce qu'il y a eu une modification au niveau de la classification qu'on va voir par la suite des cancers bronchopulmonaires, où ils incluent maintenant toutes les tumeurs, quel que soit son type, au niveau de la même classification TNM. Donc, si vous avez bien sûr une pleurésie, bah, c'est clair que vous allez réaliser une fonction biopsie. Donc là, vous pouvez réaliser une fonction biopsie pleurale soit à l'aveugle, bien sûr à l'aiguille, ou bien, si nécessité, sous contrôle thoracoscopique. Donc, en définitive, qu'est-ce que je dois réaliser? En définitive, si j'ai un patient qui est atteint d'un cancer bronchopulmonaire, ce qui est sûr, c'est que mon examen clinique, il doit être le plus fidèle possible, c'est-à-dire relever une éventuelle atteinte clinique, être attentif à tous les symptômes cliniques. Et au moindre doute, je dois explorer ces atteintes-là extra-respiratoires. Dans le cas où je n'ai aucune asymptomatologie extra-respiratoire, c'est uniquement thoracique. Donc, je vais me limiter à une fibroscopie bronchique, à une TDM thoracique pour l'évaluation, bien sûr, thoracique. Associé à ça, je peux être amené à demander un TEP scan si je peux le réaliser, si je suis en mesure de le réaliser. Si les conditions du patient ou les conditions de mon travail ne m'offrent pas cette opportunité-là, eh ben, je vais me limiter à mon TDM thoracique et pour essayer de voir est-ce qu'il y a réellement une atteinte ganglionnaire ou non. Pour ce qui est du M, je vais étendre mon bilan et je vais demander à côté de ça une imagerie cérébrale, qu'elle soit une TDM ou une IRM, c'est comme vous voulez, vous avez ce choix-là. À côté de ça, je vais demander si votre TEP scan que vous avez demandé la première fois, donc là vous avez une idée sur tout ça, du corps entier, donc vous avez l'atteinte ganglionnaire et l'atteinte abdominale, vous aurez une meilleure évaluation. Dans le cas où vous n'avez pas votre TEP scan, c'est que vous allez compléter par une échographie abdominale ou une TDM abdominale pour évaluer une éventuelle atteinte abdominale. Associé à ça, il faudrait réaliser une scintigraphie osseuse. Après, comme on a dit, s'il y avait d'autres atteintes extra-respiratoires, telles que je sais pas moi, une adénopathie ou un nodule qui est hépatique ou bien une pleurésie ou autre chose, ceci impose la réalisation d'une biopsie. Pourquoi? Surtout ces éléments-là, ils vont changer votre stadification, ils vont être considérés comme étant une métastase. Alors après, pour ce qui est concernant accessible à un traitement loco-régional, c'est-à-dire vous allez voir déjà au niveau de la tumeur elle-même, elle fait partie déjà au niveau du 3B et tout, donc là 3C carrément. Donc là vous voyez ou bien vous avez une métastase, donc là vous n'allez pas réellement réaliser tous ces examens complémentaires. Bon, vous allez être beaucoup plus un TEP scan n'est plus d'indication parce que ça n'a pas d'intérêt réel. Et les examens complémentaires, ils vont être demandés en fonction de vos signes d'appel, puisque vous allez mettre une thérapeutique, vous allez essayer de voir l'évolution de ces lésions extra-pulmonaires ou autres sous l'effet de votre thérapie. Alors, la classification, ce qu'on a dit, la classification TNM, donc là, cette classification a pour intérêt de nous aider à choisir la meilleure thérapeutique, la meilleure décision thérapeutique pour notre patient. Ça nous donne aussi une idée sur le pronostic du cancer, c'est-à-dire dans le cas échéant, en présence de ces éléments-là. Là, on parle de façon globale par rapport à ça, mais par rapport à votre patient, vous allez vous dire, ah, mon patient, il est de 1 à A, donc là, le pronostic, il est meilleur. Donc là, vous avez une idée sur le pronostic qui s'offre à votre patient. Si vous avez un qui est stade déjà 4, donc là, vous vous trouvez dans une autre catégorie carrément.
Ça vous permet aussi d'évaluer les résultats de votre traitement parce que dans certaines situations, on peut être amené à indiquer ce qu'on appelle une chimiothérapie ou une radiothérapie néoadjuvante. Donc là, vous voyez que vous allez réaliser votre évaluation sur la classification TNM, mais si vous avez indiqué ça, votre classification va changer par la suite. Mais votre patient, initialement, il était classé dans une autre catégorie. Et cette thérapeutique, déjà, elle vous donne une idée sur l'évolution, que ce soit par traitement chirurgical, par traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie, et vous allez pouvoir améliorer les indications de ces moyens thérapeutiques en fonction de l'évolution par rapport à ces éléments-là. Alors, ça vous permet aussi, ça vous facilite les échanges d'informations. Donc là, quand vous avez un confrère, quand vous discutez d'un cas, ben, vous savez très bien comment vous allez pouvoir discuter et avancer tout en étant sur la même longueur d'onde pour pouvoir offrir les meilleurs soins pour votre patient. Alors, ça me permet surtout aussi, là, ce qui nous intéresse réellement, c'est que ça me permet ça me permet essentiellement de différencier les gens qui sont candidats à la chirurgie par rapport aux patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie, pour qui on va opter pour d'autres moyens thérapeutiques. Donc maintenant pour les classifications, vous allez trouver qu'il y a plusieurs classifications. C'est des classifications internationales des cancers bronchopulmonaires. Dans le plan cancer qui a été adopté à notre échelle nationale, eh ben, il se réfère à la 8e édition. Et selon cette classification, on va essayer de classer. Avant, c'était uniquement réservé aux cancers non à petites cellules. Mais actuellement, la classification, elle est applicable, y compris même pour les cancers, les carcinomes à petites cellules et les tumeurs carcinoïdes. Alors, les tumeurs carcinoïdes, on n'en a pas parlé, ben parce que tout simplement, ils sont considérés comme étant des tumeurs bronchopulmonaires à haut risque. Donc, elles sont bénignes, mais elles sont à haut risque. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est des tumeurs qui sont très, 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 très rares. Mais comme on a dit, c'était des tumeurs bénignes à haut risque de malignité. Bah, la classification TNM, elle est appliquée maintenant aussi bien pour le cancer non à petites cellules que pour le cancer à petites cellules et les carcinomes et les tumeurs carcinoïdes. Alors, à l'issue de votre évaluation, bien sûr, selon les examens complémentaires que vous avez demandé auparavant, c'est que vous allez trouver qu'il y a on distingue qu'il y a une classification qui va se faire selon le T, le N et le M. C'est-à-dire que vous allez mettre T, par exemple T1, 2, A, B, ce que vous voulez, donc on va voir et jusqu'à qui va aller jusqu'au 4. Et après, vous avez le N, ça représente votre atteinte ganglionnaire. Je suis dans le N0 et ou non. Et bien sûr, le M, c'est les métastases. Bien, ça va de soi. Plus vous avez un N qui se rapproche du 0 et un M qui rapproche du 0, ben là, ça veut dire que la tumeur, elle est réellement loco-régionale et c'est uniquement au niveau de votre T. Mais plus je vais avoir de N, donc là, ça va me faire avancer au niveau de mon diagnostic, de ma stadification, pardon, et ça prêterait beaucoup plus à une métastase et à une dissémination de ma tumeur. Alors, maintenant la classification. Alors là, c'est une lecture qui est très simplifiée de votre classification en TNM pour que ce soit plus accessible à vous, étant médecin, un futur médecin généraliste. C'est que vous allez voir que vous avez la taille de la tumeur qui conditionne en grande partie la stadification en T. Donc vous avez le T0, c'est qu'il n'y a pas de tumeur primitive retrouvée, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à identifier votre tumeur. Et le TIS, ça veut dire que c'est un carcinome alors le TIS, ça veut dire que c'est un carcinome qui est in situ, qui sont mis en évidence le plus souvent par des fibroscopes et immunofluorescence. Donc c'est là où ils arrivent à réellement les identifier. Après, vous avez le T1. Donc le T1, il se déroule de T1A jusqu'à T1B.
Et comme vous le voyez là très bien, c'est en fonction de la tumeur, de la masse, de la taille de votre masse qui a été objectivée au niveau des examens complémentaires. Alors, si vous avez une tumeur qui est moins d'un centimètre, c'est que vous appartenez à un A. Si elle est comprise entre 1 et 2, c'est que vous êtes dans le FB. Si elle est au-delà de 2, c'est-à-dire est toujours inférieure à 3, c'est que vous êtes dans le 1C. La tumeur classée T2, ben, vous avez ici deux éventualités. C'est quand vous avez le T2A ou bien le T2B. Le T2A, c'est toujours à la taille de la tumeur, mais cette fois-ci, c'est entre 3 à 4 cm. Le T2B, c'est quand vous avez soit une tumeur qui est de 4 à 5 cm de diamètre, bien sûr, le plus grand diamètre, et ou bien quand vous avez une atteinte bronchique à moins de 2 cm de la carène, et là vous voyez que ma fibroscopie bronchique, elle est indispensable pour pouvoir mettre en évidence et évaluer réellement monter au niveau du cancer bronchopulmonaire. Ou bien la troisième éventualité qui s'accompagne d'une atélectasie totale et ou une pneumopathie. D'accord. Donc là, vous voyez que vous êtes dans le T2 à condition que votre tumeur, bien sûr, elle a une taille qui est comprise entre 4 à 5 cm. Alors, ce qu'on a l'habitude de me dire, alors si la tumeur, elle est de 2 à 3 cm et elle s'accompagne d'une atélectasie totale ou bien d'une pneumopathie, et ben là, vous n'êtes plus dans le T1, ben, vous êtes dans le T2. Si vous avez une atélectasie totale, si vous avez une pneumopathie, c'est que je ne suis plus dans le même rang de description. La T3, c'est que vous avez une masse tumorale qui est comprise entre 5 et 7. T4, c'est que vous avez carrément une tumeur qui est au-delà de 7 cm et quand vous avez aussi une invasion de votre diaphragme. Après, pour ce qui est de l'atteinte ganglionnaire, votre N, donc là on a vu, c'est que le N0, ça va de soi, c'est que vous n'avez aucune atteinte ganglionnaire qui a été décelée. Vous recherchez une atteinte régionale, il n'y a pas de N, il n'y a pas de ganglion satellite, donc là il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Vous avez le N1, c'est lorsque vous avez, c'est vrai qu'il y a des adénopathies, mais ces adénopathies, par exemple ici, vous voyez qu'il y a plusieurs chaînes ganglionnaires ici, là, il y a plusieurs chaînes ganglionnaires médiastinales. Si ma tumeur, elle se trouve à ce niveau-là, si j'ai des ganglions qui touchent cette partie péribronchique ou bien hilaire homolatérale, c'est que je suis dans mon 1-1. Mais si je commence à avoir des adénopathies toujours homolatérales, c'est-à-dire de ce côté-là ou sous-carinaire, mais qui ne sont pas localisés au niveau du hile et qui ne sont pas localisés au niveau péribronchique, ben, ici, c'est que je vais me retrouver au niveau de mon N2. D'accord. Donc le N1, c'est les ganglions péribronchiques ou hilaires homolatéraux, y compris par extension directe. Et vous avez les N2 qui sont des ganglions toujours médiastinaux homolatéraux, c'est homolatéral ou bien c'est sous-carinaire. C'est que vous êtes sorti de la franchise hilaire si vous voulez. La N3, le N3, c'est les ganglions médiastinaux, mais qui sont contralatéraux, c'est-à-dire le côté contralatéral qui est touché, carrément touché, les ganglions, bien sûr, hilaires contralatéraux, les scannels homolatéraux. Donc, vous avez tous ces éléments-là, ils vont classer votre N en carrément en N3, même si vous avez un ganglion susclaviculaire ou si vous avez des ganglions scalènes homolatéraux ou contralatéraux. Donc là, ça vous classe carrément dans le N3. Après, vous avez pour les métastases, alors M0, c'est comme pour les autres, c'est que je n'ai pas de métastases, et M1A, c'est des métastases qui sont localisées au niveau du thorax, que ce soit dans le contralatéral, au niveau de la paroi, au niveau de la plèvre, donc là, c'est toujours considéré comme M1A. M1B, c'est les métastases uniques extra-thoraciques, et le M1C, c'est les métastases multiples extra-thoraciques. Après, grâce à ces T et ces N et M, je vais classer mon patient. Par exemple, si je prends le 1A1, ça veut dire que c'est un patient qui n'a pas de métastase du tout, qui a une tumeur qui est localisée au niveau du parenchyme pulmonaire qui est de 1 à 2 cm, et vous avez qui n'a pas carrément de N, qui n'a pas d'atteinte ganglionnaire. Donc là, plus l'atteinte ganglionnaire, vous voyez, qui est importante, et vous allez avoir ici les différents stades qui vont se défiler pour vous. Alors,
là, vous allez faire en détail par rapport à votre offre thérapeutique et le traitement chirurgical que vous pouvez indiquer chez vos patients en fonction de cette classification TNM. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci, madame. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? C'était ça. On va voir s'il y a... Ah oui, c'était dans le plus. Conversation, d'accord. Il n'y a pas de diapo, non. Ah, néoadjuvante. Alors, j'ai une question ici. Qu'est-ce que ça veut dire néoadjuvante avant le traitement chirurgical? Néoadjuvante, alors on parle de chimiothérapie néoadjuvante ou radiothérapie néoadjuvante, ça veut dire avant le traitement chirurgical. C'est par rapport au traitement chirurgical. Et des fois, on se dit chimio-radiothérapie adjuvante, ça veut dire c'est après votre traitement chirurgical. Il y a certaines situations, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une classification là, c'est une classification qui est purement clinique, hein, mais il y a une classification, ce qu'on appelle une classification, comment dirais-je, péropératoire. Donc, c'est la plus fiable et la plus rapprochée de l'état réel du patient. Donc, c'est pas ça, c'est bon. DACR, merci, j'ai pas compris. Alors, quels sont les éléments qui déterminent l'accessibilité loco-régionale, s'il vous plaît? Les conditions, les éléments qui déterminent, eh ben, c'est l'étendue, c'est votre TNM, c'est l'étendue de votre tumeur et l'existence ou non d'une éventuelle atteinte ailleurs. Si j'ai une tumeur qui est purement localisée au thorax, et bien sûr, plus le T est petit, plus les offres thérapeutiques, si vous voulez, s'offrent à votre patient. Et ce qui conditionne réellement le traitement chirurgical, vous allez le voir ça en détail cet après-midi, c'est que cette sadification vous permet, et cette sadification qui est tributaire de votre T, de N et du M, va conditionner vos décisions thérapeutiques. Après, vous pouvez adopter certaines particularités, bien sûr, par rapport à des cas particuliers, quand la personne est jeune, quand il y a une métastase unique. Donc là, ça dépend de ces cas-là. D'accord? Alors, je reviens sur ça. C'était où? C'était là. Ouais. Alors, est-ce que lorsqu'on fait l'exercice de la tumeur, les métastases seront moins invasives? Non, non, parce que la métastase, elle reprend fidèlement l'évolution de votre tumeur. Sinon, ça aurait été magnifique pour tous les cancers bronchopulmonaires. Vous enlevez la tumeur mère et les autres tumeurs. Non, ce n'est pas un vaisseau qui garde une connexion, si vous voulez, avec les autres métastases. Non, la métastase,